Messieurs, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver en pleine période d'été dans un auditoire que je connais particulièrement bien, parce qu'on y enseigne on y donne cours dans le cadre d'une formation continue en sciences religieuses islam, autour de questions donc, qui touchent à la complexité de la réalité de notre monde, parce qu'aujourd'hui, cette dimension religieuse est une composante même de nos sociétés, donc ça renvoie immédiatement, si vous voulez, à l'idée d'une complexité. On a affaire aujourd'hui à des questions qui sont complexes. Et il me semble assez dangereux, je dirais, de réduire la complexité à la réalité de notre simple compréhension. Donc je crois qu'il faut impérativement, pour réfléchir des questions complexes, développer un décentrage de nos propres... Vous n'entendez pas bien? On n'entend pas bien. Ça va comme ceci? Ça va mieux? Voilà. Il me semble donc important de développer, si vous voulez, notre regard sur des questions complexes à partir de la complexité qui les compose. Ça, c'est un impératif. Et aujourd'hui, on voit à quel point des questions qui sont passionnées, des questions qui sont sensibles, sont malheureusement traitées de manière parfois très simple, voire parfois simpliste, et qui ne permettent pas, si vous voulez, de sortir d'issues, ou en tout cas d'ouvrir des perspectives favorables. Et donc on a en même temps, par rapport à la question de l'autorité telle qu'elle est posée dans le cadre de cet atelier-ci, l'idée de modèle culturel et le choc des autorités, on a affaire justement à une question qui est essentiellement en même temps complexe et puis très sensible. Très sensible parce qu'elle renvoie, évidemment, elle pose la question du statut de l'école aujourd'hui dans la réalité contemporaine. En même temps, elle pose aussi la question de l'ordre un peu plus personnel, plus identitaire, du statut de l'enseignant. Donc, qui suis-je dans un cadre où mon autorité est systématiquement contestée? Et donc, on peut, comme on a pu l'entendre ce matin, glisser, si vous voulez, vers des dérives les dérives de l'autorité, entre autres l'autoritarisme ou le laxisme. Et donc on a ici quelque chose qui est très sensible. Et donc la question du statut de l'école aujourd'hui, par rapport à cette question de l'autorité, est complètement posée. Est-ce que l'école continue aujourd'hui de remplir son contrat? Est-ce qu'elle est toujours considérée dans la perception de l'autre, entre autres de l'apprenant, mais des parents d'élèves, etc., comme un lieu où se dispense le savoir, ou comme un lieu où on responsabilise l'apprenant pour devenir un citoyen responsable dans une réalité proche qui est l'avenir de cette jeunesse. Et donc là, on a affaire à une question qui est, ici, me semble-t-il, centrale. Et donc on doit avoir ce préambule à l'esprit pour pouvoir continuer de réfléchir à une complexité qui se densifie en complexité, parce que la dimension multiculturelle qui est la réalité d'un certain nombre de nos écoles, mais qui est la réalité de notre société de manière plus générale, intensifie encore une fois cette dimension de la complexité. Donc on assiste, dans le cadre de l'école, à une accumulation, si vous voulez, d'éléments qui rendent la vie assez difficile à cette notion d'autorité. Entre autres, la question de la fracture générationnelle, on ne va pas faire une sociologie de la tendance, mais aujourd'hui, la fracture générationnelle est accélérée. C'est-à-dire, on a affaire à une jeunesse, comme il a été expliqué encore tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai été intéressé et puis je ne vais pas revenir à tout ce qui a été dit, de voir qu'on a affaire à des transformations qui sont rapides, très rapides. Et donc on a, si vous voulez, dans le cadre d'une carrière d'enseignant, à devoir renouveler sans cesse, si vous voulez, une mise à jour de la réalité de la complexité des jeunes. La dimension culturelle qui se transforme très rapidement. On a affaire, si vous voulez, à une culture poubelle, à une culture jetable aujourd'hui, qui se transforme systématiquement, et la personne qui se l'appropriait hier le rejette le lendemain en mettant en évidence une culture complètement nouvelle, une tendance culturelle complètement nouvelle. Donc ça, c'est une première chose. Donc on a une fracture générationnelle, une fracture culturelle au sein même de l'école et qui bouscule, si vous voulez, le rapport d'autorité, ou en tout cas l'installation d'une autorité sensible. Alors il y a de la publicité qui accompagne l'exposé.
La deuxième des choses qui a été également soulevée ce matin, mais je vais simplement le citer parce que c'est un élément qui me semble être important et qui se répercute au sein même des milieux universitaires, c'est la notion de l'éclatement de savoir. L'école comme lieu de savoir, comme référence où se dispense le savoir, n'a plus, si vous voulez, l'autorité suprême par rapport à cela. Il n'a plus le monopole du savoir. On assiste au syndrome de la googlisation, une espèce de facilité à trouver la référence, et comme il a été dit tout à l'heure également, ce n'est plus simplement dans la famille où il y a la transmission d'une éducation, d'un savoir, et l'école qui parachève cette complexité. On assiste ici à un déficit au niveau de la référence à l'autorité qui dispense le savoir. Donc ça me semble également un facteur important à mettre et à avoir à l'esprit pour réfléchir cette question d'autorité qui, me semble-t-il, nous amène à poser la question de la crise. Alors on assiste évidemment à cette crise de l'autorité, mais on assiste également de manière en filigrane et de manière assez forte, et ça ressort dans un certain nombre de débats, surtout ceux que j'ai envie de réfléchir avec vous, ceux des valeurs. On a un problème aujourd'hui dans la gestion de la nouvelle réalité de nos écoles, qui réfléchit, si vous voulez, la question de l'autorité dans le rapport aux valeurs. On a la découverte, si vous voulez, de l'hétérogénéité de la société et de la diversité de nos classes, nous renvoie à interroger, est-ce que l'apprenant qui est en face de moi, qui tient un tel argument, qui va à l'encontre de ce que je défends, est-ce que là, nous ne sommes pas dans le divorce de valeurs? Est-ce que son raisonnement ne participe pas, si vous voulez, à une réflexion qui parle d'un autre ancrage, d'autres valeurs qui ne sont pas miennes? Et donc, si vous voulez, on peut assister à un moment donné à un glissement entre la question de l'autorité vers celui de la négociation de valeurs. Et donc, on peut glisser par cette translation à un glissement de l'autorité vers un peu d'autoritarisme. Donc on négocie avec force, si vous voulez, les valeurs. Alors il y a des éléments que je poserai parfois de manière presque provocante pour susciter le débat, c'est le sens même des ateliers. On aura l'occasion donc d'y revenir. Et donc on assiste aujourd'hui à des écoles, comme je l'ai dit, qui ont changé de réalité. On le voit dans l'enseignement de manière large, mais également dans l'enseignement catholique. Pour mettre en évidence l'exemple de la ville de Bruxelles, beaucoup d'écoles, et moi j'ai pas mal d'expériences d'échange avec des enseignants, avec des directions d'écoles catholiques ou autres, sur cette manière de relever le défi de la multiculturalité. C'est souvent le mot gentil pour parler de la réalité de l'islam, de plus en plus visible dans un certain nombre d'écoles, et qui interroge, qui nous pose des défis à relever. Donc on a véritablement cette transformation de la réalité sociologique d'une population estudiantine qui se manifeste dans les écoles et qui était inattendue. Donc c'est une arrivée qui a été une conjoncture de l'histoire, mais qui en même temps est devenue une réalité dominante dans certaines écoles, où on a une population qui parfois dépasse plus de 50%, pour ne pas dire plus de 90% dans certaines écoles, que ce soit dans le corps des étudiants, mais également dans le corps professoral, et parfois même dans le chef de direction d'école catholique. Donc on a l'exemple d'un enseignant, enfin d'un directeur d'école catholique d'origine musulmane. Donc ça nous permet d'être fortement interpellés par cette transformation, par ces orientations nouvelles, par le projet pédagogique tel que nous l'avons, si vous voulez, relayé depuis un certain nombre d'années de manière quasi naturelle en termes de reconnaissance dans la population des apprenants. On a une population qu'on connaît, on a une population qu'on reconnaît, et là on a une espèce d'interrogation fondamentale. Qui sont-ils? Qui sont ces nouveaux profils? Dans le cadre de la multiculturalité, on a la crise de la reconnaissance. Et donc il y a des questions par rapport à tout ceci. Comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de glissements de l'autorité vers parfois l'autoritarisme, qui peut être une manifestation d'une volonté de remettre, si vous voulez, l'église au milieu du village, dans le sens où on rappelle nos valeurs, c'est ceci. Parce qu'aujourd'hui, la multiculturalité interroge.
elle interroge et elle pose des nouvelles formes parfois de contestation de l'autorité, jusque-là inattendues. On n'a qu'à voir un certain nombre de manipulations, de relectures, si vous voulez, des règlements d'ordre intérieur au sein même d'écoles, qui sont réfléchis, qui ont été quasi essentiellement paramétrés par rapport à cette nouvelle forme de questionnement au sein de nos écoles. La question du foulard est une récurrence, par exemple. Et donc, on a, si vous voulez, cette problématique nouvelle qui est posée, et qui est posée non pas comme quelque chose de complètement à part. Elle se rajoute, comme je l'ai dit, à la complexité qui est la nôtre. Alors là, le premier déficit, me semble-t-il, qui est central par rapport à cette population qui dessine la multiculturalité de nos sociétés et de nos écoles, c'est le déficit de communication. Alors, la question de si vous voulez, cette binarité entre l'enseignant ou le corps professoral, l'école et l'apprenant, on pose, si vous voulez, une espèce de bras de fer où l'autorité joue pour la défense des valeurs. On rappelle ce qu'est notre école, on rappelle ce qu'est la culture dans laquelle notre école a été réfléchie. Et donc, de l'autre côté, on a parfois une espèce de résistance parce qu'on traduit, si vous voulez, l'autorité par l'autoritarisme, et donc il y a un rejet de greffe, une contestation d'adolescents, une contestation d'une jeunesse qui remet en question, mais en même temps une contestation de références qu'on ne comprend pas nécessairement. Donc il y a, me semble-t-il, ici quelque chose de central, qui est une sonnette d'alarme sur la nécessité de la communication. Et donc là, c'est souvent la grande absente. Moi, quand j'entends des enseignants, des inspecteurs de l'enseignement, des directions d'école, par exemple, qui nous posent une série de questions, puis je leur dis, mais est-ce que vous avez déjà tenté de poser la question aux étudiants, ou parfois en convoquant leurs parents, etc., en ayant cette discussion-là, ils me disent, mais non, on ne va pas se permettre de descendre au niveau de l'étudiant pour lui dire, bah, explique-moi ce que... Et donc, il y a parfois, si vous voulez, ce type de crispation et de tension, parce que d'emblée, les dés ont été pipés, si vous voulez, on n'a pas joué le jeu de la découverte et de la rencontre. Et pour mettre un petit peu les pieds dans le plat, c'est une réalité non choisie. Cette réalité de la multiculturalité au sein de nos écoles, c'est une réalité qui s'impose de facto. On a parlé tout à l'heure de la question de la démographie, de la natalité. Dans un certain nombre d'écoles, si vous voulez, il y a une poussée d'une présence qui s'impose. Et puis bon, il faut un certain nombre d'élèves pour que l'école puisse tourner. Et donc ça s'impose de fait. Et donc ça crée, si vous voulez, ça génère une série de crispations où de fait on ne communique pas, parce que toute communication est interprétée comme une négociation non pas simplement de l'autorité, mais aussi de la valeur. Vous savez, si on leur dit oui pour ça, ils nous prennent tout le bras. Et donc il y a une espèce de rigidité qui s'impose, où le seul langage de communication est celui de l'autorité, ou du rappel de l'autorité, ou du rappel de la borne, de la limite. Et donc, la relation qui s'impose est une relation, si vous voulez, de droit, et on impose, si vous voulez, ceci à l'apprenant qui, manifestement, donne des signes de contestation, de crispation, d'incompréhension et de rejet de l'autorité. Ceci est la première des choses. Et la seconde des choses qui est engendrée par le déficit de communication d'emblée est celui de la construction de l'image de l'autre. La problématique du regard réciproque. C'est-à-dire que j'ai une certaine perception sur la réalité de l'univers à partir duquel tu viens. Que tu sois d'origine rome, ou que tu sois d'origine musulmane, ou que tu sois de telle ou telle origine, peu importe. J'ai, si vous voulez, un schéma de pensée, un imaginaire construit sur ta réalité. Et puis on ne peut pas imaginer l'enseignant coupé de la réalité du monde. Je veux dire, le local, aujourd'hui, se traduit par le glocal, c'est-à-dire que le global interfère nécessairement sur le local. C'est-à-dire que les enjeux, les questions internationales, la question du terrorisme, par exemple, etc., interfèrent dans un certain nombre de débats qui nous préoccupent aujourd'hui sur le local et qui permettent parfois de crisper un certain nombre de pistes de réflexion ou une latitude. Je vais parler peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir, sur la question du darwinisme qui a été fortement posée il y a 2 années de cela. Donc on a ici une crispation qui peut être posée parce que on est en train de remettre complètement les fondements de notre réalité d'enseignement, mais en même temps,
ici se négocient les fondements même de notre société. Parce qu'ici, il s'agit d'avoir ces individus sortir dans la société de demain et être des citoyens responsables. C'est quelque part par notre validation. C'est quelque part que, est-ce qu'ils sont réellement prêts? Et donc, si vous voulez, parfois, il y a c'est de l'empathie, parfois maladroite. On a envie de sauver des individus qui sont dans une mauvaise compréhension. Et donc, on a, si vous voulez, un débat qui est mal posé parce que c'est un débat qui part sur des conceptions et on n'a pas travaillé l'idée de la déconstruction des conceptions. Donc, je vous donne un simple exemple. Tel élève, Mohamed, discute l'autorité. On arrive en conseil de classe, c'est un fait divers réel, qui a amené des pistes intéressantes de réflexion. Une enseignante dit tel élève m'a insulté. C'est normal, dans leur culture, ils ne respectent pas la femme. Donc ceci part, là on est au cœur même de cette construction d'images réciproques figées, et on a une série d'éléments qui sont établis, qui posent le regard sur l'autre. Mais ça c'est intéressant parce que ça paramètre complètement toute la réalité du débat qui a été posé tout à l'heure. C'est sur cette question de quel avenir commun nous sommes en train de fabriquer. Et donc là, une enseignante avait réagi, elle dit, mais ce serait intéressant de creuser un petit peu la question. Et donc une journée pédagogique a été réfléchie autour de cette question, la provenance de ces apprenants, donc toute la réalité de la sociologie de l'immigration a été posée, la question aussi de la réalité de l'islam. Donc il y a eu tout un vrai débat qui a permis, si vous voulez, de donner une certaine, en même temps, des outils de compréhension, d'analyse de la complexité de la réalité des apprenants, et la deuxième des choses, une vraie bouffée, parce que ça permet d'avoir une certaine maîtrise. Et quand on dit une maîtrise, c'est aussi une maîtrise de la classe, et donc c'est redonner, si vous voulez, une forme d'autorité à l'enseignant qui peut comprendre, qui peut anticiper un certain nombre de réflexions, parce qu'il situe leur provenance. On sait qui me parle, à partir d'où il me parle, et pourquoi est-ce qu'il me dit ça. Donc je peux, si vous voulez, déconstruire ça. Ceci apaise l'apprenant parce qu'il comprend que son enseignant maîtrise sa réalité. Et donc en même temps, il y a aussi une espèce de reconnaissance nouvelle qui est en train de se construire. Et donc c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. La multiculturalité, tout le débat, les grands questionnements sur les sociétés européennes aujourd'hui et celles de demain, elles se posent d'abord et avant tout dans la classe. Et donc, ceci est, me semble-t-il, central. Alors, j'ai encore 5 minutes, très bien. Je disais tout à l'heure sur la question donc, du glissement entre l'autorité vers un débat de valeurs. On est là au cœur même de ce débat-là. Et je dis, est-ce qu'on parle de l'autorité de l'enseignant ou on parle de l'autorité du savoir? Est-ce que l'enseignant doit défendre l'autorité d'un apport où il doit défendre son autorité devant la classe? Et donc là, il y a tout un débat intéressant aussi à articuler. Et là, on est au cœur même je disais tout à l'heure sur la question de la multiculturalité, tout le débat sur le darwinisme, la question de l'évolution, etc. L'homme, d'où vient-il? On a dans une série de classes des étudiants qui viennent avec une conception faite parce qu'effectivement, on assiste là à un conflit d'autorité entre l'autorité transmise au sein de la famille dans certains milieux et l'autorité qui est transmise à l'école. Ici, je parle d'autorité de savoir. C'est-à-dire, ce n'est pas possible que ce que vous me dites est réel parce que chez moi, à la maison, j'ai entendu autre chose. Et donc, fondamentalement, l'enseignant se met en crise par rapport à un certain nombre d'apprenants en ce sens qu'il est amené à défendre un argumentaire qui, lui, estime être valable. Et donc, non pas valable pour former l'étudiant à une compréhension de la diversité, qu'il existe des thèses. Non, mais c'est ici un débat autour de la vérité. Donc, l'homme, d'où vient-il? Eh bien, le savoir nous dit ceci, et donc ce que tu penses, ce que tu crois est quelque chose qui est figé, de l'ordre de l'archaïque, donc mon savoir t'amène à la vérité. Et j'exerce mon autorité pour t'élever vers la vérité. Et donc on a un certain nombre de crispations. Moi je me souviens, il y a 2-3 ans, il y avait eu une formation à l'université de Namur autour de cette question-là. Et j'étais parti de la conception de l'apprenant en titrant mon exposé « Et Dieu créa Darwin ».
Et donc, c'était pour montrer à quel point l'étudiant était dans cette affirmation de la réalité de Dieu, de la réalité adamique, etc., comme quelque chose de fondamental, ici pour le chef de l'étudiant musulman en l'occurrence. Et donc on avait là quelque chose qui, me semble-t-il, amenait une crispation fondamentale. Et on a également, là on est dans l'ordre du savoir, on a également une série de pratiques également qui s'interrogent, les cours par exemple de cuisine où l'étudiant refuse de goûter une viande non halal par exemple, donc pose un certain nombre de problèmes pour l'enseignant. L'enseignant qui lui dit mais tu es inscrit au cours, tu t'es inscrit en début d'année, tu le savais. On n'est pas ici pour négocier au fur et à mesure des conjonctures qui se présentent à nous. Et donc là, il y a l'idée de réfléchir l'autorité, soit en termes d'imposition, encore une fois, du règlement d'ordre intérieur et du cadre de la matière, ou de se dire, ben, est-ce que je vais rentrer en négociation pour réfléchir des latitudes? Est-ce que ceci se traduit par une hypothèque de l'autorité, ou elle se traduit par une porte ouverte vers d'autres négociations, vers quelque chose qui ne serait plus possible? Et la plupart des interdictions qui ont été amenées au sein des écoles sont argumentées par cette réalité-là, de se dire, ben, si on ouvre la porte, c'est terminé pour nous, on ne saura plus où arrêter ceci. Donc, me semble-t-il, pour conclure, la réflexion autour de l'autorité, autour des valeurs et autour de la multiculturalité nous amène à une fabrication, si vous voulez, d'un collectif d'une collectivité qui est complexe, d'une collectivité qui est une réalité qui n'a pas été, comme je l'ai expliqué, voulue à la base, qui est une conjoncture de l'histoire, mais qui est également une réalité de l'avenir. Donc c'est une présence qui est ancrée, qui a été inattendue et qui sera là demain. Donc la réflexion est une réflexion de fond sur la réforme même de notre engagement, si vous voulez, de la transmission du savoir. Donc c'est quelque chose qui me semble là fondamental. Et sur la mise en exergue de nos valeurs communes, ça me semble quelque chose d'essentiel. Ça a été également mis en lumière ce matin. Je suis très content d'avoir entendu tout ça. Ça m'a permis de réactualiser ou de réajuster, si vous voulez, un petit peu mon exposé. Une mise en évidence sur une réflexion d'avenir par rapport au fait que l'avenir sera commun, que l'avenir sera bâti autour de valeurs communes, qu'il y a lieu de réactualiser, si vous voulez, l'objectif que se fixe l'école et une mise en accord par rapport à cela, que ce soit au niveau des apprenants, des parents d'élèves, mais également de l'école. Et, me semble-t-il, un élément essentiel, et je conclus, sur l'idée d'une formation au service des enseignants et de tous les acteurs qui tournent autour de l'école pour pouvoir les outiller à comprendre la complexité de nos sociétés et être outillés à avoir des grilles de lecture pour pouvoir rentrer en communication, en dialogue avec la multiculturalité et enfin de développer une relation plus dense, et je sais que c'est difficile par expérience, avec les parents d'élèves pour développer, si vous voulez, un cadre de dialogue où s'expose non pas le cadre de l'autorité, mais les finalités de l'exercice de l'autorité. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Elassi, pour ce premier éclairage dont je ne doute pas qu'il suscitera sans doute des questions ou des réactions, mais on les gardera pour tout à l'heure. Et je cède immédiatement la parole à Mme Vizé-Leport. Si vous l'utilisez. Vous n'utilisez pas? Ah, d'accord. Non, non, merci. Merci bien. Ça va. Bonjour. Même une profonde injustice dans l'accès au droit à l'éducation des enfants les plus pauvres. Et ce, depuis des générations, depuis que l'enseignement obligatoire existe. Ce n'est pas nouveau. Et nous sommes vraiment persuadés que tout l'enseignement, mais tous les acteurs de l'enseignement ont vraiment un rôle à jouer pour transformer l'enseignement en un enseignement réellement démocratique où chacun apprend. Alors, mon exposé est vraiment basé sur des travaux qui ont été réalisés en grande partie avec des familles qui vivent dans la grande pauvreté,
leurs interventions aux universités populaires ou le témoignage de personnes qui sont engagées à leur côté ou avec des enfants. Je dirais qu'au niveau de la situation scolaire, maintenant, nos constats sont vraiment confirmés par les indicateurs de l'enseignement depuis qu'ils ont introduit des indices socio-économiques. Souvent, ils étaient contestés, mais maintenant, vraiment, on ne peut plus les contester. Donc, ce que je vais dire est vrai, je dirais, même si ça paraît un peu caricatural. Mais on sait aussi que toutes les écoles, tous les enseignants, tous les pouvoirs organisateurs ne sont pas les mêmes et qu'il y a d'énormes différences entre écoles, entre classes même parfois, et qu'il y a vraiment des endroits et des écoles où on met en place toute une réflexion pour que tous les enfants puissent réussir et soient à l'aise à l'école. Voilà, donc je vais d'abord parler un peu de la situation, mais surtout du vécu scolaire. Puis j'aborderai en deux points l'autorité sur un point qui sont quand même essentiels dans la scolarité des enfants qui vivent dans la pauvreté, c'est leur irrégularité et le décrochage. Et puis une petite réflexion autour du respect des règles de l'école. Et puis, je terminerai par un plaidoyer pour la rencontre, mais comme monsieur l'a terminé, vraiment, la communication, la rencontre de ceux qui sont, enfin, je dirais de tous les acteurs, mais surtout de ceux qui sont différents et de ceux qu'on ne comprend pas. Donc voilà, je vais dire un mot donc, de l'association. Moi, je viens vraiment du monde associatif. Donc ATD Quart Monde, c'est un mouvement international de lutte contre la pauvreté qui est présent dans de très nombreux pays sur tous les continents. Il rassemble des personnes qui vivent dans la pauvreté et puis d'autres, de tous horizons, je dirais, qui sont vraiment engagés avec elle à construire une société plus juste, où chacun peut être utile, même et surtout ceux qui vivent le plus la pauvreté, parce que c'est vraiment un déni de l'ensemble des droits, et où chacun peut justement accéder à ses droits fondamentaux. On est reconnu en communauté française comme association d'éducation permanente. Alors les personnes qui sont notre référence, je dirais donc notre référence pour bâtir nos projets, pour les réaliser, pour les évaluer, ce sont les personnes qui vivent dans la grande pauvreté, qui peut se définir par rapport à la précarité qui est l'absence d'une ou plusieurs sécurités, notamment celle de l'emploi, et qui permet aux personnes et familles d'assumer leurs obligations familiales, professionnelles, sociales et de jouir de leurs droits, eh bien, quand cette insécurité devient trop grande, elle a des conséquences qui peuvent être plus ou moins graves et définitives. Et donc, elle conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs et souvent l'ensemble des domaines de l'existence, qu'elle devient persistante, qu'elle compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même dans un avenir prévisible. Voilà. Donc c'est vraiment ces personnes que nous essayons de rencontrer. Alors parmi ces personnes très pauvres, il y a des Belges, pas mal, qui sont souvent très marqués par des générations de grande pauvreté et d'exclusion, mais il y a aussi des personnes étrangères ou d'origine étrangère. On peut estimer que 5% de la population scolaire vit des situations de grande pauvreté. Alors ici, nous nous attacherons bien sûr aussi aux différences culturelles, mais peut-être davantage aux différences sociales et de conditions de vie que souvent l'école ignore complètement. Alors je vais commencer par un aperçu de la situation et du vécu scolaire, mais on pourrait mettre en titre « Deux mondes qui s'ignorent ». Parce qu'on se rend compte que l'école et les enfants, les familles qui vivent dans la grande pauvreté, eh bien, se connaissent très 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 peu et donc fonctionnent souvent à partir de représentations, de préjugés, etc. parce que ce n'est que comme ça qu'elles peuvent s'aborder. Or, quelle est l'expérience des adultes de l'école ? On pourrait dire que globalement elle est faible et négative. Pour beaucoup d'adultes d'origine étrangère donc qui vivent dans la grande pauvreté, ils n'ont pas connu ou très très peu l'enseignement dans leur pays d'origine et donc ils n'ont pas de référence
ou bien des références complètement différentes de celles de notre système d'enseignement pour aborder la scolarité de leurs enfants. Par contre, les adultes qui ont grandi en Belgique, ils sont allés à l'école, et même assez longuement, vu la loi sur l'obligation scolaire. Mais la majorité n'y a vraiment pas appris grand-chose. Il y a encore beaucoup d'illettrés parmi eux, et ils n'en gardent pas de bons souvenirs. Un grand nombre a déjà été orienté en enseignement spécialisé, et très peu ont fréquenté l'enseignement secondaire ordinaire. On peut dire que globalement, cette expérience entraîne des sentiments de honte, de méfiance et de peur qu'il ne faut absolument pas négliger par rapport à l'école. Par contre, on se rend compte que les parents ont de grandes attentes et beaucoup d'espoir dans l'école. Ils savent bien que l'avenir de leurs enfants en dépend, que c'est leur seule chance d'avoir un avenir meilleur que le leur. On est témoin aussi qu'elles déploient des efforts continuels pour essayer que leurs enfants fréquentent l'école dans de bonnes conditions. Mais étant donné leurs conditions de vie, leurs moyens, ces efforts ne sont jamais suffisants pour qu'ils soient quand même dans la norme. Et en plus, ils sont rarement vus, reconnus par l'école. En même temps, à cause de leur faible expérience, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre et à répondre aux multiples exigences scolaires dont une partie est implicite, il faut bien se rendre compte. Et donc, il y a en plus le regard que souvent ces adultes et ces familles sentent porter sur eux. Je disais tout à l'heure, mais parfois dès le premier jour à l'école maternelle, c'est vraiment impressionnant, mais à l'entrée en maternelle, l'enfant et la famille sentent le regard, un regard de rejet, d'incompréhension, d'étonnement, de mépris parfois, à cause de leur apparence, de leur hygiène parfois, de leurs vêtements, de leur façon de se tenir, de parler. Et donc ça crée tout de suite beaucoup de méfiance. Alors, pour les enfants, quel est ce vécu scolaire? Je dirais que l'accrochage est difficile, dès la maternelle. Et on constate effectivement que pas mal d'enfants sont déjà orientés vers l'enseignement spécialisé en maternelle ou redoublent déjà en maternelle. On peut dire qu'à cause de la grande pauvreté de leur famille, de ces conditions de vie très difficiles, stressantes, il ne faut vraiment pas oublier cet élément de stress permanent qu'il y a quand on vit dans des situations très difficiles et la précarité. Le fait aussi que ces enfants ont très peu accès à tous les services d'accueil préscolaires qui existent. Ils ont été très peu mis en contact avec, je dirais, le reste de la société, des personnes étrangères, la famille, etc. Donc il est complètement dans un monde inconnu. Tout est différent de ce qu'il connaît. Et il doit réaliser des efforts vraiment assez inimaginables pour s'intégrer. Et le plus souvent, il doit les faire seul. Il doit les faire seul parce que beaucoup d'enseignants n'ont pas les capacités de percevoir les obstacles qu'ils rencontrent. Et en même temps, comme on l'a vu, la famille n'a pas de maîtrise de ce qui se passe à l'école, ni en partie de ce qu'on y attend. Alors, ce monde inconnu peut parfois leur apparaître menaçant, hostile pour eux et pour leur famille. Tout y est différent de ce qu'ils connaissent, que c'est les attentes, les consignes, les rythmes. Tout ça est très différent de ce qu'ils ont expérimenté avant d'entrer à l'école. Je prends par exemple 2 petits-enfants que je connais bien qui vivent dans un appartement minuscule. Ça a toujours été le choix, la chaise d'enfant ou le divan, le parc ou la table. Et actuellement, ils n'ont jamais fait l'expérience d'être assis 10 minutes, un quart d'heure à la table parce qu'il n'y a pas de chaise autour de la table, c'est pour poser des choses. Mais si on veut qu'ils aient 2 mètres carrés pour jouer, il n'y a pas de chaise. Donc, et c'est continuellement, ces enfants ont vécu des choses de cet ordre-là, pas tous la même chose, mais des choses de cet ordre-là. Donc ça veut dire que quand ils arrivent à l'école, même en maternelle, même en première maternelle, on leur demande d'être assis sur une chaise 10 minutes au moins. Et eux, ils sont incapables. Alors comment est-ce qu'on va percevoir cette incapacité? Comment est-ce qu'on va y répondre? Et ça peut créer très vite des heurts, des malentendus.
Donc on a vraiment l'impression que certains enfants sont amenés, à cause de vraiment cette incompréhension du monde dans lequel ils sont, ce fait de ne pas y trouver suffisamment de soutien, de compréhension, de développer des comportements qui sont, à notre sens, sains, de protection et de défense, qui peuvent être vraiment le repli sur soi, le mutisme, ou au contraire, une hypersusceptibilité, de la turbulence, de l'agressivité, ou de l'hyperactivité. On en parle beaucoup pour le moment. Et une partie de ces comportements, mais qui pourraient, à notre sens, être quand même beaucoup diminués par un accueil personnalisé de l'enfant et de sa famille, entraînent des orientations d'enseignement spécialisé très précoces. Parce que ces enfants sont considérés très vite comme difficiles ou en difficulté. Alors, les parents, face à la difficulté de comprendre et de faire face aux exigences de l'école, eh bien, ils ont parfois du mal à assurer une fréquentation régulière aux enfants. Il n'est vraiment pas rare que dès l'école maternelle, des petits-enfants ne soient pas emmenés à l'école parce qu'ils n'ont pas de collation ce jour-là, il n'y a pas l'argent pour une collation. Ou bien on n'a pas la collation que l'école a demandée, ou bien on n'a pas de vêtements propres, ou bien on a des poux. Ça reste un problème énorme dans ces milieux-là. Il y a aussi, face à des jugements, à des reproches qui sont faits par l'école, toute la peur du signalement. Donc le signalement qui peut aboutir à un placement qui reste vraiment vécu comme une épée de Damoclès dans les milieux très pauvres. Alors je dirais que cette situation, elle ne fait que se confirmer et à s'accentuer dans la suite du cursus scolaire. À l'école primaire, on voit que l'échec s'accentue, l'envoi en enseignement spécialisé continue et que le décrochage apparaît déjà. En enseignement secondaire, eh bien, je dirais c'est une catastrophe. Moi, je ne peux pas le dire autrement. Pour ces enfants, l'enseignement secondaire est une catastrophe. Parce qu'on constate que même les rares enfants de ces milieux qui ont pu réussir l'école primaire, obtenir le CEB, ils sont complètement largués dans le secondaire, qui est vraiment un milieu que leur milieu, leur propre milieu, ignore complètement. Et je dirais que l'école secondaire ignore encore plus l'existence et les conditions de vie oui, c'est ça, et tout le vécu d'enfants qui arrivent de milieux très pauvres. Et donc même ces enfants qui ont pu réussir en primaire, eh bien, on voit qu'ils décrochent en général après ou pendant déjà le premier degré du secondaire. Moi, j'ai souvent dit que pour beaucoup, il n'y avait pas de décrochage parce qu'il n'y avait même pas eu d'accrochage. Alors, c'est vrai que cette situation, si on la regarde justement par la lorgnette de ces enfants et de ces familles, est dramatique, mais je pense qu'elle révèle en fait des lacunes et des dysfonctionnements qui sont valables pour tous les élèves. Et je pense qu'il faut vraiment, enfin on disait tout à l'heure, enfin je ne sais plus comment il s'appelle, mais le monsieur qui a ouvert la séance a dit, mais voilà, notre objectif à tous, c'est de faire une bonne école. Donc cette bonne école, avec les missions sur lesquelles elle a légiféré, les objectifs qu'elle s'est fixés, mais cette bonne école, il faut vraiment la bâtir et la bâtir ensemble. Et je pense qu'effectivement, que chaque enfant reçoive une éducation de base, développe la confiance en soi, la capacité de contribuer à la société, c'est vraiment une contrepartie qui devrait être garantie à l'obligation scolaire. Alors, je vais dire un mot sur certains aspects de l'autorité. Il y a d'abord l'absentéisme et la déscolarisation. Mais à travers ce que j'ai présenté, on peut voir vraiment qu'elle est présente très tôt parce que les difficultés de venir régulièrement, d'abord à cause des conditions de vie parfois, parce qu'il y a toujours des urgences, des choses qui prennent le pas, même si on estime que l'école est importante, mais aussi à cause des heures et de l'incapacité de se faire comprendre par l'école. Je pense notamment à des écartements de l'école
de longue durée et à répétition pour pédiculose dans certaines familles. C'est vraiment impressionnant. Donc ça compromet complètement la fréquentation scolaire des enfants. Le fait que les parents ne se présentent pas de ça, je pense, c'est vraiment dû à la peur, et à des comportements d'évitement, de sanctions, parce qu'on n'arrive pas à respecter les règles. Alors, dans le respect des règles plus globales de l'école, parce que celle-là est vraiment la règle fondamentale de l'obligation scolaire, mais je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de codes et d'attentes d'abord qui sont implicites dans l'école. C'est tellement évident pour tout le monde, pour la majorité des parents, pour la majorité des élèves, pour le monde enseignant, qu'on ne les dit même pas. Et l'enfant et la famille se heurtent à ces non-respects de ces attentes sans comprendre pourquoi. Et là, très vite, on peut percevoir les punitions qui tombent, parfois, comme arbitraires et injustes. De même que l'incapacité, même quand on a perçu, on est parfois incapable d'y répondre, parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas pu laver le linge, enfin, pour un tas de raisons. Donc, je terminerai, mais vraiment sur le même ton, monsieur, peut-être dans d'autres termes, mais vraiment pour un plaidoyer pour la rencontre et la communication, parce qu'on se rend compte que la méconnaissance et les préjugés, mais qui sont réciproques, hein, ce n'est pas seulement de la part du monde enseignant, c'est aussi de la part des familles, hein, ces préjugés et ces rapports et cette méconnaissance rend impossible la réussite scolaire des enfants. Donc ce n'est qu'en pouvant se rencontrer, apprendre à se connaître, se respecter et se concerter, arriver à une concertation à la fois pour résoudre des difficultés individuelles, personnelles, mais aussi améliorer la vie de l'école et améliorer l'enseignement, qu'on arrivera à ce que tous les enfants puissent bénéficier de leur droit à l'éducation. Voilà, je vous remercie. Éclairage et ce rappel avec le point de vue particulier des réalités que vivent parfois de façon très intense nos écoles. Voilà, maintenant la parole est à vous pendant une bonne demi-heure maintenant. Une intervention, une question, une interpellation. Toujours la première intervention qui coûte un peu, mais dans une demi-heure, il faudra faire taire tout le monde, donc précipitez-vous, profitez du temps. Une communauté qui habite dans ce pays, qui se rencontre, là, ça va faire 14 mois que ça se rencontre régulièrement, je pense. Mais ou à saisir quelques éléments qui permettent d'apaiser la réalité du quotidien dans les écoles. Ça, c'est au travers de quelques expériences que j'ai pu observer, mais aussi d'expériences qui ont été reproduites dans des ouvrages ou autres qui mettent ça bien en évidence. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'utopie. L'idée de dialoguer, de la rencontre, etc., c'est pas une réalité où tout serait pacifié par le dialogue. Non, c'est quelque chose qui... c'est parfois une difficulté de se mettre en dialogue et d'accepter de rentrer en dialogue, en discussion. Donc on a bien ceci à l'esprit parce que la réalité est tendue et c'est très fragile, c'est pas évident et c'est pas toujours gagné. Une fois qu'on a gagné le dialogue avec l'autre, ça ne veut pas dire qu'on est mieux que moi. Parfois, les colibés peuvent être affubulés à celui qui fait des concessions. Moi, j'ai envie de répondre aussi. C'est vrai que